Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition en 3 parties. Dans un instant, c'est le JT des territoires que je vais vous présenter. Il est réalisé avec le réseau VIA Télévision et les télévisions locales de France ainsi que la presse quotidienne régionale. Puis Territoire d'info avec l'invité politique. Aujourd'hui, c'est Laurence Saillé, la porte-parole des Républicains qui sera sur ce plateau en direct. Enfin, 3e partie avec l'actualité parlementaire et Territoire Sénat. Tout de suite, c'est le JT des territoires. On s'y retrouve dans un tout petit instant. Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour ce JT des territoires. Comme partout en France, les températures caniculaires sont bel et bien arrivées sur la Moselle et le resteront a priori toute la semaine. Alors avec de telles chaleurs, tout le monde s'organise et s'adapte du mieux qu'il le peut. Et la vigilance concerne aussi les animaux. Reportage de Jean-François Ambroise pour Via Mirabel, regardez. C'est Saint-Christol-les-Alès qui détient avec Conquérac le record de chaleur. En 2003, il a fait 44,1 degrés, mais pas de quoi marquer les habitants. À Saint-Christol-les-Alès, il a fait le plus chaud. Ah bon, d'accord. Ah, pourtant, j'étais là, je me souviens pas. Pour certains, c'est plus logique. Ah, moi, j'avais 3 ans en 2003. J'étais dans un lit comme un bébé. C'est Jean-François Didon-Lescaut, ingénieur au CNRS, qui a effectué le relevé de température le 12 août 2003 pendant la canicule. Par 10 fois j'ai regardé parce que c'était une valeur que je n'avais jamais vue. Mais comment est-ce possible? On est finalement en bordure des Cévennes et les airs chauds et secs qui remontent de Méditerranée, typiquement des flux qui viennent du Sahara, eh bien, ont tendance à se bloquer dans ce secteur-là par toute la chaîne cévenole en fait, qui est derrière. Donc ce qui explique pourquoi ça se bloque. Depuis ce record de chaleur, la commune a accru sa vigilance auprès des personnes les plus vulnérables. Il y a entre 10 et 20 personnes qui sont recensées à travers un listing qui est géré par le CCAS de la commune et pour lesquels on va aller les accompagner, amener à boire, on va amener des brumisateurs. Mais aussi pour les plus jeunes, alors essentiellement des écoles maternelles et élémentaires où on a mis en place des volets roulants, des ombrières, des ventilateurs en attendant mieux. Selon les prévisionnistes d'Agathe Météo, le record de température pourrait être battu cette semaine. Il est même possible que ce soit à nouveau dans le Gard. Et avec ces chaleurs, les sapeurs-pompiers des Vosges et l'Office national des forêts organisaient une manœuvre sur le thème des incendies en milieu forestier et des feux de végétation dont les risques se multiplient en raison du réchauffement climatique. Un partenariat destiné à mutualiser les informations et les moyens. Et Thierry Lasseron de Via Vosges y a insisté, regardez. Un soleil de plomb, des broussailles bien sèches et il n'en faut parfois pas davantage pour ravager des hectares de secteurs boisés. Quelquefois difficiles d'accès, comme ici, un cul-de-sac en forêt de Terne, entre Charmes et Damas-au-Bois, où ce mardi après-midi se déroulait une opération conjointe entre les sapeurs-pompiers et l'ONF, 2 organismes qui jusqu'à présent ne se connaissaient pas aussi bien qu'on aurait pu le penser. L'objet de cette manœuvre est de mieux se connaître avec nos partenaires de l'Office national des forêts pour mieux se préparer à un risque déjà existant dans le département des Vosges, qui est celui du feu de forêt, mais qui est émergent dans son intensité et sa fréquence. On se voyait assez peu dans les Vosges puisque les incendies de forêt étaient, je dirais, assez restreints. Aujourd'hui, ça va devenir un quotidien avec les évolutions climatiques et la sensibilité de la végétation au feu. Puisque malheureusement, on a les attaques d'insectes, on a les arbres qui meurent, et un arbre qui meurt, c'est un arbre sec et un arbre qui est beaucoup plus inflammable. Sans parler de la canicule comme aujourd'hui ou d'autres moments, où on voit bien que la sensibilité au feu des peuplements, elle est largement accrue et on estime en moins de 10 ans qu'elle a été multipliée par 10. Un accès, on l'a dit, compliqué, trop souvent le manque d'eau sur site pour réapprovisionner les camions-citernes. Face au changement climatique, on se réorganise, on échange des données géographiques et côté pompiers, on n'hésite pas désormais à utiliser le drone. Ça a pour but d'avoir évidemment une prise de vue aérienne qui nous permet de faciliter la prise de commandement en ayant une vue d'ensemble sur un feu de forêt par exemple, de voir où est la tête de feu, quelle est sa propagation, est-ce qu'il va sur le flanc droit, est-ce qu'il va sur le flanc gauche, quels sont les points sensibles à protéger, quels sont les bosquets qui risquent de s'inflammer, quels sont les chemins d'accessibilité pour mieux le contrer. Donc en feu de forêt, ça peut être extrêmement intéressant. Toutes les données que l'on a, nous, sur les arbres, sur les dessertes, on va tout donner à travers notre système d'information géographique aux pompiers. Et par exemple, en
retour, on va avoir d'autres informations des pompiers, ou alors par exemple, comme vous le voyez là, l'utilisation du drone. Et là, les pompiers qui disposent non seulement de conducteurs et de drones pourront nous aider, par exemple comme aujourd'hui, pour aller analyser l'état sanitaire des peuplements forestiers ou nous donner un coup de main. Face à l'augmentation des feux en forêt, ces quelques principes simples mais de bon sens sont à rappeler: ne pas fumer ou faire de feu en milieu boisé. Le numérique maintenant pour nous aider à mieux vivre, soulager la douleur, réduire l'anxiété, c'est l'objectif de Bliss, une application de réalité virtuelle destinée aux hôpitaux. Ce digicament, comme on l'appelle, se veut une alternative aux antalgiques et aux anxiolytiques. L'hôpital Simone Veil de Bonne-Montmorency s'est équipé de plusieurs masques de ce type. Angélique Boilet pour Via Grand Paris les a essayés, regardez. Monsieur Edery, vous nous entendez? Non, il est parti. Charlie est loin, très loin de la salle de soins. Il se promène dans un monde virtuel. Ce qu'il voit, c'est ça, des fonds marins qu'il a choisis parmi plusieurs univers. Du nom de Bliss, cet équipement a nécessité 8 années de recherche. L'objectif de ce digicament, réduire la douleur et l'anxiété des patients sans passer par la prise de médicaments. C'est un mélange d'hypnose et de sophro qui permet un peu d'être déconnecté du soin. C'est une alternative à la prise en charge médicamenteuse, qu'elle soit liée à l'anxiété ou à la douleur, puisque vous regardez le patient, il dort, il ne bouge pas, il n'a pas mal, il n'est pas angoissé, et le soin se fait sans qu'il y ait aucune réaction négative dans sa prise en charge. Il y a 3 ans, ce patient diabétique a échappé de peu à l'amputation suite à une plaie infectée. Depuis, son pied gauche nécessite encore un suivi constant qui lui génère beaucoup d'angoisse. C'est la 2e fois que Charlie utilise le casque. On va se réveiller tout doucement. Il est conquis, son effet analgésique et apaisant fonctionne sur lui. Alors, vous avez bien dormi? Franchement, j'ai rien senti. Dans mes soins là, comme par exemple là, j'ai même pas vu qu'ils m'ont touché le pied pour le pansement ou quelque chose, quoi. Grâce au mécénat, l'hôpital Simone Veil d'Aubonne-Montmorency dans le Val d'Oise s'est doté de 6 masques de ce type. Ils sont proposés aux adultes comme aux enfants lors de divers actes médicaux et chirurgicaux, comme les ponctions lombaires, les biopsies, les retraits de drains ou encore la pose de cathéter. Une dizaine d'hôpitaux en Île-de-France sont déjà équipés de ce médicament numérique. Une page environnement maintenant dans ce JT, un protocole standardisé d'étude et d'analyse de la pollution marine. C'est le projet MedSea Lighter, il s'appelle comme cela. Le principe, c'est compter les déchets à la surface de la mer dans un espace défini à l'aide d'une canne à pêche. Et oui, la méthode, si simple soit-elle, est devenue la norme européenne. L'objectif, c'est garantir des chiffres comparables à l'ensemble de l'arc méditerranéen. L'équipe montpelliéraine d'Eco-Océan Institut, concepteur du projet, formait il y a quelques jours les acteurs locaux de la Méditerranée. Ils sont venus de Corse, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et d'Occitanie. Et Laurie Chamerla pour Via Occitanie y était pour nous. Et on l'enfile là-dedans. Cette canne à pêche lancée en mer ne ramènera aucun poisson aujourd'hui. Et pour cause, elle est en fait un outil de mesure. Cette perche délimite la largeur dans laquelle on va compter tous les déchets. Cette méthode, aussi simple soit-elle, est la nouvelle norme européenne d'étude et de comptage des déchets en mer. Pour quantifier cette pollution, il faut qu'on ait des données. Et il faut qu'on ait des données à des échelles aussi vastes que la Méditerranée. Donc il faut qu'on travaille tous de la même façon pour pouvoir ensuite avoir ce résultat à cette échelle-là. C'est ainsi qu'en 2016, le projet MedSea Lighter, financé par l'Europe, voit le jour. Conçu en partie à Montpellier, le protocole est validé en 2019. On est sur du transparent. Si à l'étiquette encore, ça veut dire que ça fait pas longtemps, surtout qu'il est dans l'eau. Donc c'est intéressant à marquer. Place maintenant à la formation des acteurs locaux de Méditerranée. Pour l'instant, c'est relativement propre. On a de la chance ce matin. Ça permet de jauger les efforts et les politiques et de les croiser après sur les différents territoires. C'est-à-dire que si un territoire est très bon, très beau, très propre, peut-être qu'il a déjà mis en place des actions de gestion ou de sensibilisation qui sont pertinentes. Et du coup, il peut faire remonter ça à des pays qui sont peut-être plus en difficulté face à la gestion des déchets sauvages de plage ou de mer. 4 pays adhèrent déjà au protocole, la France, l'Italie, l'Espagne et la Grèce. Parce qu'avec les courants, on peut récupérer des déchets d'autres pays également. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir cette vision commune. Une vision commune permettant d'avancer ensemble sur la politique environnementale. Et si l'Europe prend des mesures, comme notamment l'interdiction des couverts en plastique ou des pailles, et ben, si on continue ce protocole, on va pouvoir voir
si cette mesure a eu un impact, c'est-à-dire est-ce qu'on va compter beaucoup moins de paille et beaucoup moins de fourchettes en plastique en mer. Cet été, le parc naturel régional de Camargue et l'Institut marin ont d'ores et déjà prévu d'appliquer le protocole lors de leur sortie en mer. On se rend en Bretagne maintenant. Se lancer dans l'entrepreneuriat promet un parcours long et très prenant. De plus en plus de jeunes sont séduits par cette aventure. 36% des moins de 30 ans sont dans une dynamique entrepreneuriale. En Bretagne, donc, la fondation Yao a vu le jour il y a 5 ans dans le but d'aider les jeunes à entreprendre. C'est un reportage à Quimper de Sophie Le Croisier de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. Voici Christophe et Marine, respectivement parrain et filleul. Ce qui les lie, c'est leur appétence pour l'entrepreneuriat. Depuis 4 mois, il aide cette championne du monde de monopalme à consolider son entreprise. Une rencontre qui s'est faite via la plateforme bretonne Yao. J'ai créé ma marque, on va dire, de monopalme et de cours de nage avec palme. J'ai trouvé un équilibre qui est rassurant pour moi, qui me va très bien. Voilà, qui me permet d'affronter, on va dire, les grosses houles administrative, la banque, le comptable, l'avocat, tout ça. On voit beaucoup plus loin, je trouve, quand on est accompagné que quand on est tout seul. Des binômes comme celui-ci, il en existe plus de 200 en Bretagne. Le principe est le même, un parrain ou marraine chevronné conseille bénévolement un novice. Quand on aide des jeunes, quand on les coach, quand on les... c'est une démarche altruiste, bienveillante, mais en même temps, les jeunes nous apportent beaucoup parce que la jeunesse a énormément changé. Par rapport à nous, ils sont d'autres générations, ils voient les choses de façon différente. L'économie a beaucoup changé, on est sur une économie de partage, tout a changé, le digital, le numérique. Céline Calvez, quant à elle, est gérante de 2 salons de coiffure à Quimper. À tout juste 30 ans, la jeune femme manage une équipe de 10 salariés. Elle a bénéficié de l'aide de Yao à des moments décisifs. Quand on passe en BP coiffure, on travaille un petit peu de management, de comptabilité. Mais par contre, j'ai envie de dire qu'on apprend vraiment sur le tas quand on parle de nos chiffres à nous et de l'argent qu'on a investi dans l'entreprise. Forcément, c'est parlant. Les filleuls bénéficient d'un réseau breton qui facilite leurs démarches administratives et juridiques. Des rencontres sont organisées chaque mois pour favoriser le partage d'expériences. Voilà, TBO, la chaîne TNT du groupe Le Télégramme en Bretagne. Voilà, on continue dans un instant. C'est la revue des unes de la presse quotidienne régionale. Et comme on adore ça, on s'en sort plus. C'est Le Télégramme qui ouvre le bal. À tout de suite. Avec une jolie photo en une, avec un thermomètre. Le mercure s'affole, Saveria, c'est la canicule. La canicule qui gagne la quasi-totalité de l'Europe, avec des températures dépassant parfois les 40 degrés par endroit, 78 départements placés en vigilance orange canicule, une canicule exceptionnelle par sa précocité et son intensité pour un mois de juin. L'épisode doit atteindre son pic aujourd'hui. Le plus dur reste à venir, prévient ce matin le directeur général de la santé. On s'attend à un impact sanitaire significatif dans les jours qui viennent. Dans les hôpitaux, dans les services d'urgence, seul îlot préservé, la Bretagne, où la clémence du mercure ne profite pas pour l'instant au secteur du tourisme. 11 degrés au sommet, il s'agit du Mont Blanc, c'est la canicule qui est montée jusque là-haut. Il n'a jamais fait aussi chaud au sommet du Mont Blanc depuis le début des relevés de température. Hier, le mercure a atteint 6,8 degrés à 4750 mètres d'altitude. La température de l'air a tutoyé les 7 degrés pendant environ 1 heure avant de repasser sous les 2 degrés. Quelles sont les conséquences de ce pic de chaleur en haute altitude? Tous les glaciers sont actuellement exposés à des températures positives, d'où une fonte partielle et des eaux qui ruissellent, ce qui augmente forcément le risque de chute, explique Christian David, qui est prévisionniste à Météo France. La canicule jusqu'au Mont Blanc, à la une du Dauphiné ce matin. Pour le progrès, c'est la circulation différenciée. Malheureusement, elle ne marche pas. Elle ne marche pas à Lyon. Depuis novembre 2017, la circulation alternaire a laissé la place à la circulation différenciée à Lyon. Hier, la préfecture du Rhône a mis en place cette circulation différenciée dans le département. La vitesse est temporairement abaissée de 20 km/h. Le dispositif est reconduit aujourd'hui, mais en pratique, l'obligation est loin d'être respectée. Hier, dans les rues de Lyon, rares sont les véhicules où l'autocollant violet ou jaune était visible. Les amendes se montent pourtant à 68 €.
Et puis les dernières nouvelles d'Alsace, les DNA comme on les appelle, un des journaux du groupe Ebra, c'est l'Alsace réunie à la une. L'Assemblée a adopté à une large majorité le projet de loi de la collectivité européenne d'Alsace qui regroupe les deux départements. Les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont regroupés au sein de la région Grand Est. Ils vont disposer de compétences supplémentaires spécifiques, notamment pour le transfrontalier, le bilinguisme, les axes routiers majeurs ou encore l'attractivité touristique. Une application avant l'heure, en somme, de cette différenciation territoriale qu'Emmanuel Macron veut voir inscrite dans la Constitution. Et puis vous l'avez vu à la une des DNA, c'est Nicolas Sarkozy avec passion, son livre prévu à 200 000 exemplaires. On en parlera tout à l'heure dans le Club de la Presse avec Hubert Coudurier. Voilà, la Presse de la Manche, c'est un des journaux du groupe Ouest France. C'est le village préféré des Français. Et retenez bien ce nom, le gagnant est Saint-Vaast-la-Hougue. Saint-Vaast-la-Hougue, c'est le village préféré des Français pour 2019. Vous n'en avez jamais entendu parler, c'est un petit village normand. Sachez qu'il est situé dans le département de la Manche, dans la péninsule du Cotentin. Il ne compte pas plus de 1820 habitants. Une reconnaissance méritée pour ce petit village dont les tours d'observation construites par Vauban sont déjà inscrites au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2008. Merci Saveria. On vous retrouve tout à l'heure en direct de ce village. Non, je plaisante. Pour l'actualité parlementaire. Merci. On passe au Club de la Presse. J'ai annoncé Hubert Coudurier. Virginie Le Petit, de Courrier International, est également avec nous. A tout de suite. Bonjour Virginie Le Petit. Bonjour. Grâce au partenariat que vous avez noué avec notre émission, on va parler des régions françaises qui sont vues de l'étranger. Oui. Très intéressant. D'abord de magnifiques photos qu'on regardera ensemble et puis une perception que les Français n'ont même pas d'eux-mêmes de leur région. Voilà dans Courrier International, ces éditions spéciales. Et puis avec Hubert Coudurier, on va parler de Nicolas Sarkozy avec son livre Passion, prévu pour 200 000 exemplaires. C'est dire aujourd'hui le succès que l'on prête à ce que va être ce livre non pas de mémoire, il dit juste de passion, puisqu'il s'appelle Passion avec un S au pluriel. Alors justement, j'ai une question pour vous, Virginie Le Petit. Que pense-t-on de l'ancien président de la République à l'étranger? Qu'est-ce que vous savez à Courrier International de l'image de l'ex-président Sarkozy? En fait, ce qui a surtout retenu l'attention récemment, c'était surtout les affaires. Et la semaine dernière, c'est ce dont la presse internationale a beaucoup parlé. Au-delà de ça, c'est un extrêmement bon client, on va dire, Nicolas Sarkozy, pour la presse étrangère, parce que il est flamboyant, il fait des sorties, il s'est mis à parler anglais. Voilà. Il était nul. Plus ou moins de panache et plus ou moins de bonheur, mais bon, ça c'était... Mais oui, c'est quelqu'un, même s'il a été vraiment largement éclipsé, et on le comprend depuis par Emmanuel Macron, ça reste un personnage politique français et très français en fait. Il a été souvent comparé par les caricaturistes, notamment à Napoléon. Enfin, il y a quelque chose de très français chez lui qui fait parler. Est-ce qu'il y a des zones du monde où il est plus connu que d'autres? C'est toujours les mêmes. En fait, c'est nos voisins. En général, ce sont les Allemands, les Européens, et les Européens, les Britanniques, qui en plus sont quand même ils croquent avec une certaine gourmandise, les hommes politiques, donc et les Suisses évidemment. Carla Bruni, elle est populaire, est connue à l'étranger, presque plus que son mari. Mais parce qu'elle a eu une carrière avant ça, une carrière internationale, donc forcément Carla Bruni est connue et populaire à l'étranger. Ça c'est évident. Hubert Coudurier, Passion avec un S, 200 000 exemplaires prévus, succès de librairie, dédicace un peu partout prévu en France, mais par contre il ne réunit pas la presse pour expliquer ce qu'il y a dans son livre. Non, toujours un peu la tactique à l'égard de la presse qu'il a rejetée, qu'il a beaucoup aimé au début, et puis ensuite qui s'est un peu détaché de lui, et donc lui ne supporte pas d'être rejeté. Il veut faire aussi bien que Hollande, dans sa tournée des librairies. Alors, dans Passion, il y a l'amour, la haine. Il faut quand même se rappeler à quel point cet homme a été innovant pour la droite française, puisque vous recevez Laurence Saillet, porte-parole des Républicains. Il a décomplexé la droite, notamment il a permis de faire revenir les électeurs du Front National, même si ensuite ils ont été déçus. Et il a mis en place cette idée de performance par rapport à Jacques Chirac, qu'il traitait de roi fainéant. Il s'est mis en scène dans sa sportivité, dans une mise à nu de ses états d'âme,
la pipolisation qui en est résultée. Il a psychologisé aussi la politique. Hein. Il avait toujours des formules. Psychologiser la politique. Oui, c'est quelqu'un qui vous disait... Allons-y. Une formule que j'adore. Une grande ambition ne coûte pas plus d'efforts qu'une petite. Donc, c'est quelqu'un qui a été... Qui a marqué finalement l'histoire de la droite française, qui a raté son retour, qui s'inscrit un peu dans le parcours de Valéry Giscard d'Estaing, avec plusieurs tentatives. Il espère il y a eu aussi quand même des échecs. Hein, sur le plan des finances publiques, il a dépensé beaucoup d'argent. 600 milliards, dit-on, dont seulement 200 à cause de la crise, où on reconnaît unanimement qu'il a été très, très réactif. Et puis surtout, Nicolas Sarkozy, quand il a pris le pouvoir, il était seul. Il n'y avait pas beaucoup de concurrents à droite. Et aujourd'hui, il y a plein de prétendants, entre Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, voire même Gérard Larcher. Voilà, donc ce ne sera pas facile. Il faudrait vraiment des circonstances exceptionnelles, même si lui n'a pas complètement tourné la page. Alors, ce qui m'intéresse, Virginie Le Petit, c'est que Nicolas Sarkozy, il prévoit visiblement, alors on est dans le journal des territoires, une tournée des territoires, un peu partout en France. Il privilégie, allez, on va dire, les territoires, la prise de pouls avec les Français, plutôt que l'establishment, la presse parisienne. C'est une stratégie claire, de reconquête. Oui, et puis c'est une stratégie qui est attendue. Après, quand même, depuis toute la séquence des Gilets jaunes, où on a quand même beaucoup mis en valeur cette France à deux vitesses, entre la France rurale des territoires et la France urbaine, et notamment parisienne. Bien sûr qu'il y a eu Laurent Wauquiez avant lui, quand même, il y a cette reconquête des territoires, montrer qu'on est proche des préoccupations des Français, et notamment des Français qui vivent dans des milieux ruraux. Donc oui, c'est une stratégie qui semble, après tout, logique. Elle n'est pas elle ne tombe pas du ciel non plus. Alors, on va parler avec vous un petit peu de la manière dont la presse étrangère regarde nos régions, et non pas Paris pour une fois. Alors, très intéressant d'ailleurs. Alors, l'Occitanie, par exemple, au sud de Montpellier, alors, il y a une église forteresse qui fascine les journalistes américains parce qu'elle est sur une île. Alors ça, ils ne comprennent pas. Mais en même temps, ils admirent. Ils admirent. C'est le magazine en ligne Audi qui a fait un reportage sur cette église. C'est l'église de Maguelone. J'espère que je prononce correctement. Et effectivement, ils sont assez fascinés. Et d'une manière générale, de toute façon, quand les journalistes étrangers, et particulièrement ceux d'autres continents, viennent en France, ils ont envie en fait de s'étonner, et ils cherchent ces sujets d'étonnement. Donc en Occitanie, il y en a plusieurs. On a fait également un numéro sur la Corse. Alors, est-ce qu'ils ont conscience que la Corse est française ? Alors, ils ont conscience que la Corse est une exception, que ce sont des insulaires. Et en fait, c'est ce qui est mis en valeur par plusieurs des portraits, on va dire, de la Corse qui sont dans ce numéro, et en particulier par celui d'une journaliste autrichienne. C'est qu'ils adorent les Corses et ils adorent leur tempérament. Et cette journaliste autrichienne, c'est vraiment une lettre d'amour à la Corse. Ils aiment les saucissons, j'ai lu, les fromages également. Corse, j'ai lu aussi. La gastronomie joue une grande place. Les chants corses. Oui. C'est surtout ça qu'ils aiment. Je voyais que j'ai lu le papier. Mais ils aiment les régionalismes, en fait. Ils aiment beaucoup l'identité de chaque région. Alors la Corse, où c'est particulièrement fort, donne lieu justement à des descriptions assez savoureuses. Et puis la gastronomie, oui, joue un grand rôle dans ce que viennent découvrir les journalistes étrangers sur ces territoires-là. Je ne peux pas résister, un mot sur la Bretagne. Oui. Qu'est-ce que pense la presse étrangère de la Bretagne ? À venir, la Bretagne. Alors, c'est à venir. La Bretagne, ça paraîtra la semaine prochaine. Et c'est une région qui est extrêmement appréciée de la presse étrangère, et particulièrement de la presse allemande, parce qu'il y a une série de romans policiers là-bas. Le commissaire Dupin, me semble-t-il, qui a fait des... Oui. Voilà, ça cartonne, ça a fait découvrir la Bretagne aux Allemands, et c'est devenu dans la presse allemande vraiment un must, et ils parlent énormément de la Bretagne. Alors j'ai vu que le Los Angeles Times s'intéressait particulièrement à nos régions. Alors c'est un géant américain, il faut le rappeler, je crois que c'est le deuxième quotidien américain qui a réussi sa transformation numérique comme aucun. Oui. Extraordinaire le site internet et les produits numériques, on dit maintenant, du Los Angeles Times. Alors eux, ils sont passionnés par les brebis. Ils sont passionnés par les montagnes françaises. Ils adorent notre pays, les Californiens. Ils adorent notre pays, les Californiens. Ils seront présents, je pense, dans plusieurs de ces numéros. Et ils vont aussi en profondeur, puisqu'ils consacrent tout un article à une polémique actuellement historique sur les Qatars. Absolument. Et je trouve que le papier est extrêmement bien fait, puisqu'il parle de tout le romantisme aussi que génère. Il pose carrément la question, est-ce que les Qatars ont existé ? Oui. Ils n'y répondent pas, ils laissent les historiens s'exprimer là-dessus. Mais oui, il y a une
polémique. Et ça, c'est le côté hollywoodien, les Qatar. Il y avait une espèce d'épopée sensationnelle. Exactement. On voit bien que c'est Et du puis, George Lucas ou du Spielberg. Voilà, et cet amour aussi des grands perdants de l'histoire. Et donc... Et puis ça correspond, il le rappelle, à cette identité régionale et aux langues et au régionalisme qu'on veut défendre et on veut garder un mythe en quelque sorte autour de tout ça. Donc je trouve que l'article est extrêmement bien fait. Alors on termine, je ne peux pas résister en regardant cette photo des flamants roses là, dans Camargue. Oui. Alors là c'est carrément, c'est Miami, c'est Miami Vice. Oui, c'est ça. Flamants roses. C'est dans le générique, c'est ça? Oui, absolument, on est dans le générique, dans les photos de cet article. On est dans le générique. Totalement. Alors, on a choisi les photos, en fait, les photos qui sont dans ces numéros sont toutes du même photographe, enfin un pour la Corse et un pour l'Occitanie. Et effectivement, on a essayé de prendre des photos qui racontaient, elles aussi, la région. Et qui donnait une certaine lumière. Et effectivement, oui, sur la Camargue, il y a une lumière très particulière qui peut faire penser à Miami et à la Floride. Voilà. Merci Virginie Le Petit. Vous restez avec nous ainsi qu'Hubert Coudurier, puisque vous viendrez débriefer l'actualité et les propos de notre invité politique ce matin, qui est Laurence Fayet, la porte-parole des Républicains. Laurence Fayet est sur ce plateau, elle arrive dans quelques minutes. Tout de suite, on va regarder ensemble la météo des territoires. La canicule progresse en France, les températures augmentent. Vous allez voir dans certains départements, regardez bien la carte météo, on se retrouve juste après. Professionnel, avec Coyote Business, géolocalisez vos véhicules et pilotez votre flotte en temps réel. Coyote Business vous présente la météo des territoires. Coyote Business vous a présenté la météo des territoires. Voilà, tout de suite, c'est le Zap Monde de TV5 Monde. Dans un instant, avec, vous allez le voir, ce qui se passe à la fois aux États-Unis, le Rio Grande, avec ce drame entre ce petit garçon et son père. Donc, ils sont décédés en tentant de traverser le Rio Grande. On se retrouve après avec l'invité politique, Laurence Fayet. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. L'onde de choc à peine digérée, la classe politique américaine se déchire. Et c'est à celui qui accusera le plus fort l'autre d'être responsable de cette tragédie. Cela me fait horreur. Et je sais que ça pourrait cesser immédiatement si les démocrates changeaient la loi. Il faut qu'ils changent les lois. À l'occasion du premier débat des démocrates, c'est nul autre que Julian Castro, petit-fils d'une grand-mère qui a immigré du Mexique au Texas, qui a décidé de répondre. Le problème, c'est la politique de cette administration en matière de comptage, de refus de permettre aux personnes qui se présentent à nos points d'entrée. Sa vie a changé il y a 9 mois. Le 2 octobre dernier, son fiancé, le journaliste Jamal Khashoggi, entrait au consulat d'Arabie Saoudite d'Istanbul. Il n'en ressortira pas vivant. Depuis, Hatice Cengiz est devenue, malgré elle, partie prenante d'un dossier géopolitique embarrassant. Devant le Conseil des droits de l'homme, la Suisse a quand même demandé à Riyad d'assurer un procès équitable aux suspects jugés dans cette affaire.
Des suspects qui ne sont probablement pas les véritables responsables. Dans le quartier de Tevra Zeina, pendue à son téléphone, Binta est une mère inquiète. Son fils a été arrêté par la police, mais entre-temps, il a été transféré à l'hôpital. Ce lundi, après l'annonce des résultats de la présidentielle, il participait avec d'autres jeunes militants des candidats d'opposition à une manifestation lorsque des échauffourées ont éclaté avec les forces de l'ordre. Sans véritable nouvelle de lui, elle tente de rejoindre le commissariat. Mais ces policiers vont lui interdire d'aller plus loin. Entre la pression policière et l'Internet entièrement coupé dans le pays, difficile de rendre compte de la situation à Nouakchott, d'obtenir des images. Cuba est l'un des prodiges de la percussion afro-cubaine, Adonis. Il a réuni la génération montante de la Havane, défendant les musiques issues de rites sacrés les plus afro de la tradition cubaine. Pour ce premier concert au festival des Sawira, la fusion Cuba-Gnawa du Maalem Hassan Boussou a l'énergie de l'évidence.